Debout devant le conseil, le corps raide comme un pieu, j'ai failli crier. Mais ma gorge était nouée, un nœud de rage et de désespoir. Autour de moi, des centaines de visages, connus depuis toujours, se tordaient de dégoût, de déception. Certains, les pires, n'affichaient qu'une froide indifférence. C'était il y a combien? 2 semaines? 1 mois? Le temps se brouillait, une purée grise de souvenirs et de douleurs. Comment en étais-je arrivé là, Marie, l'oméga sans voix, accusée de trahison? Mon cerveau tournait la vide, un moulin agité par le vent de la panique. La corde liée à mes poignets, incrustée de fils d'argent, me brûlait la peau. Des marques rouges et profondes commençaient déjà à se former, de celles qui promettent des cicatrices pour la vie. Dans la grande salle de rassemblement de Pâques de la Lune d'argent, les mots d'Alpha Julien résonnaient, chaque syllabe cognant contre les murs de pierre ancestraux. Des murs qui avaient vu tant de rituels, tant de serments, mais jamais une condamnation aussi absurde, aussi cruelle. Tu n'es pas des nôtres, Marie, tu ne l'as jamais été. Ses yeux, autrefois si bienveillants, étaient durs. Mon ancien Alpha, Julien, était assis sur son trône en bois sculpté, le visage grave, tandis que Bêta Pierre se tenait devant lui. Ce dernier brandissait une petite pochette de velours, la soi-disant preuve de mon crime. Des reliques volées de notre caveau le plus sacré, disait-il, de la poudre d'argent bénie par la déesse Lune elle-même, destinée à protéger nos frontières durant la guerre imminente contre le Pâques Belladone. Et nous l'avons trouvé caché dans votre misérable logis, a tonné Bêta Pierre, sa voix cinglante, chacun de ses mots un coup de marteau sur mon cercueil. J'avais envie de hurler, de protester, de leur faire comprendre que j'avais été piégé, mais ma voix restait coincée au fond de ma gorge. J'avais toujours été sans voix ici, au sein du Pâques. L'oméga qui ne pouvait pas se transformer. La louve défectueuse, celle qui faisait honte à sa lignée. Ma mère, là-bas, vers l'arrière de la foule, son visage détourné, n'avait pas même cherché à me défendre depuis des années. Mes yeux cherchaient désespérément un visage bienveillant. Une seule personne qui pourrait témoigner en ma faveur. Mon regard a croisé celui de Sophie, l'amie que j'avais cru connaître toute ma vie. Elle était là, à côté de son père, Bêta Pierre, les larmes coulant sur son beau visage. Des larmes de crocodile, j'en étais certaine. 2 nuits plus tôt, seulement 2 nuits, je l'avais vue, ses yeux froids et calculateurs, quand j'étais tombé par hasard sur elle, et 3 loups solitaires échangeant des sacs en cuir dans la forêt, de la poudre d'argent contre des pièces d'or. La trahison la plus abjecte, vendre les ressources bénies de notre Pâques à des mercenaires qui, sans aucun doute, les livreraient à nos ennemis. Sophie m'avait vu aussi. Elle m'avait adressé ce sourire parfait, en disant que nous en parlerions. Mais non, elle était allée voir son père, racontant une histoire inventée de toutes pièces, me désignant comme la coupable, prise la main dans le sac, dérobant le caveau auquel seuls les membres haut placés du Pâques avaient accès. L'ironie ne m'avait pas échappé. Moi qui pouvais à peine entrer dans la grande maison du Pâques sans permission, on m'accusait d'avoir infiltré leur sanctuaire le plus protégé. C'était risible si ce n'était pas si tragique. La punition pour une telle trahison est claire, a déclaré Alpha Julien, se levant de son trône. Il était vieux maintenant, ses cheveux noirs parsemés de fils d'argent. Son corps, autrefois si puissant, était légèrement courbé. Mais sa voix portait toujours le poids d'une autorité absolue. Tu seras banni. Pas seulement exilé pour errer comme une solitaire. Non, pour ce crime, tu seras emmené à la lisière de la forêt interdite et abandonné au destin que la nature sauvage te réserve. Un murmure collectif a parcouru la foule. La forêt interdite n'était pas simplement dangereuse. C'était la mort elle-même. Une étendue tentaculaire de bois anciens, plus vieille que les Pâques eux-mêmes, remplie de créatures qui existaient en dehors de la hiérarchie normale de notre monde. Les loups qui entraient dans cette forêt revenaient rarement,
et ceux qui le faisaient revenaient changés, brisés, chuchotant des ombres mouvantes, des bêtes plus grandes que n'importe quel animal naturel, d'une obscurité qui semblait vivante. On disait que la forêt appartenait au roi Alpha lui-même, Étienne Blackthorne, le lichen le plus puissant qui ait jamais existé, qui régnait depuis sa forteresse au plus profond de ses bois et commandait des créatures dont les cauchemars étaient faits. S'il vous plaît. Le mot a enfin échappé de mes lèvres. À peine un murmure, mais dans le silence lourd, il a porté. S'il vous plaît, je n'ai pas fait ça. Je ne trahirai jamais le pack. Vous devez me croire. J'ai regardé autour de moi désespérément, cherchant le moindre signe de pitié, quelqu'un qui pourrait parler pour moi. Mes yeux se sont posés sur ma mère, à l'arrière, le visage toujours détourné. Une Oméga avait mis au monde une fille incapable de se transformer. Une double honte pour notre lignée. C'était la loi tacite. La loyauté du pack s'arrêtait là où commençait l'incompétence. Je ne pouvais rien espérer de ce côté. Tu ne nous trahirais jamais. La voix de Sophie a retenti, claire et forte, alors qu'elle s'avançait. Toi qui n'as apporté que la honte à ce pack depuis le jour où tu as échoué ta première transformation. Toi que nous avons nourri et abrité par pitié malgré ton inutilité. Et c'est ainsi que tu rembourses notre gentillesse. La foule a murmuré son approbation. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Une douleur plus profonde que n'importe quelle blessure physique. Ils m'ont traîné hors de la salle, alors que le soleil commençait à se coucher, m'enfermant dans une cage renforcée à l'arrière d'un véhicule de transport. 4 gardes accompagnaient le voyage. Aucun d'entre eux ne me regardait dans les yeux, aucun ne me parlait. J'étais déjà morte pour eux, déjà effacée de leur lien de pack. Le trajet a duré 3 longues heures. Le véhicule grimpait dans les montagnes près des Vosges, là où l'air devenait mince et froid, où les arbres poussaient si épais que même en plein jour, il semblait faire nuit. Quand ils se sont enfin arrêtés, je pouvais le sentir, ce malaise, cette anomalie. La forêt s'étendait devant eux comme une entité vivante, les arbres tordus et anciens, leur écorce presque noire dans la lumière déclinante. Le brouillard roulait entre les troncs, se déplaçant d'une manière que le brouillard ne devrait pas se déplacer, s'enroulant et s'étendant comme des doigts. Même de l'intérieur de la cage, j'entendais les sons. Pas les bruits normaux d'une forêt, pas des oiseaux ou des insectes ou le bruissement de petites créatures. Ceux-là étaient des sons plus profonds, plus anciens, des grognements qui résonnaient dans ma poitrine. Le craquement de branches qui ressemblaient à des os qui se brisent, des chuchotements dans une langue que je ne connaissais pas, mais que je comprenais d'une manière ou d'une autre dans mon âme. Danger. Dehors. L'un des gardes a ouvert la cage, sa main tremblant légèrement, en coupant les cordes qui me liaient les poignets. Il voulait que je sois mobile. Il voulait que j'aie l'illusion d'une chance de survivre. Même si tout le monde connaissait de la vérité, c'était une exécution, juste plus lente et plus cruelle qu'une mort rapide. Je me suis effondré sur le sol rocheux, mes jambes faibles après des heures d'enfermement. Je ne portais que la mince robe que j'avais quand ils m'avaient arrêté. Pas de chaussures, pas de provisions, rien. Les gardes se sont reculés rapidement, montant dans le véhicule. Le plus jeune, Lucas, à peine 20 ans, m'a regardé un instant avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. « Je suis désolé », a-t-il murmuré avant que la porte ne se claque. Puis ils sont partis, le bruit du moteur s'éloignant dans le lointain, me laissant seul à la lisière de la forêt interdite. En vérité, à cet instant précis, quand le son du moteur a disparu et que le silence m'a enveloppé, je me suis senti curieusement légère. Le poids du rejet, de la honte constante, de l'humiliation quotidienne, il s'était envolé avec la poussière soulevée par le véhicule. J'étais encore terrifié, oui, mais pour la première fois, je n'étais plus obligé de faire semblant, de prétendre que j'étais une partie du pack, de me fondre dans le décor.
C'était une liberté amère, mais une liberté quand même. Alors que l'obscurité tombait complètement, je suis resté figé un long moment. Chaque instinct hurlait de courir n'importe où, sauf en avant, dans cette obscurité menaçante. Mais où irais-je? Retourner vers un pack qui m'avait condamné? Dans les montagnes où je gèlerais avant même le lever du soleil? Au moins, dans la forêt, la mort pourrait être rapide. J'ai fait mon premier pas dans l'étendue boisée et immédiatement la température a chuté. Pas progressivement, mais d'un coup, comme si j'avais traversé une barrière invisible. Le brouillard s'est enroulé autour de mes chevilles, froides et humides, et j'ai de nouveau entendu ce murmure, plus proche maintenant, des mots que je pouvais presque distinguer. Les arbres semblaient se pencher, leurs branches s'étirant vers moi comme des mains griffues. J'ai marché parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, me frayant un chemin à travers les broussailles qui déchiraient de ma robe et ma peau, trébuchant sur des racines qui semblaient délibérément se tordre sous mes pieds. Combien de temps j'ai marché, je ne saurais dire. Le temps semblait différent ici, élastique et étrange. Cela aurait pu être des minutes ou des heures quand j'ai entendu le premier hurlement. Il venait de derrière moi, profond et résonnant. Rien à voir avec les hurlements de mon pack. C'était plus grand, plus ancien, rempli d'une faim qui me glaçait le sang. J'ai commencé à courir, bien que toute partie rationnelle de mon cerveau sût que courir était inutile. Je ne pouvais pas semer ce qui me chassait. Je ne pouvais pas le combattre. Je ne pouvais même pas me transformer pour me donner une chance. J'étais une proie, et j'avais toujours été une proie, et maintenant je mourais comme une proie. Mon pied s'est accroché à quelque chose, et je suis tombé lourdement, mes mains s'écrasant sur le sol rocheux, à côté d'un ruisseau que je n'avais pas vu dans l'obscurité. La douleur a explosé à travers mes paumes alors que ma peau se déchirait. Du sang chaud et brillant a coulé sur les pierres, et la forêt est devenue silencieuse. Complètement, absolument silencieuse, d'une manière qui était en quelque sorte plus terrifiante que tous les sons auparavant. Je suis resté là, haletante, attendant ce qui allait arriver. J'ai d'abord entendu les pas un simple bruit, mais des pieds lourds, des bottes résonnant sur le sol de la forêt, s'approchant avec une confiance mesurée. Puis j'ai entendu une respiration, contrôlée et régulière, et enfin une voix. Qu'avons-nous là? La voix était profonde, masculine, avec un accent que je ne pouvais pas identifier, et une autorité qui a fait vibrer ma louve. Cette chose pathétique et faible qui n'avait jamais fait surface pour la première fois de ma vie. J'ai essayé de me relever pour faire face à ce qui venait, mais mes bras ont lâché. Je me suis effondré sur les rochers, haletante. Les pas se sont rapprochés. Je sentais des yeux sur moi, me jaugeant, me calculant. Une louve a poursuivi la voix. Plus proche maintenant, presque directement au-dessus de moi, mais pas tout à fait. Intéressant et saignant sur un sol sacré. Encore plus intéressant. Des mains, grandes et étonnamment douces, m'ont retourné. Je me suis retrouvé à regarder le visage le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. L'homme était massif, bien au-delà de 2 mètres, avec des épaules qui semblaient taillées dans le granit. Ses cheveux étaient noirs comme l'encre, tombant au-delà de ses épaules, et ses yeux n'étaient pas l'or normal d'un loup, ni même l'ambre d'un alpha puissant. Ils étaient argentés, d'un argent métallique brillant qui semblait luire dans l'obscurité, reflétant la lumière de la lune qui venait de percer la canopée au-dessus. Son visage était tout en angle vif et en ligne dure, beau de la même manière qu'une lame est belle, dangereux et parfait. « S'il vous plaît », ai-je murmuré, bien que je ne savais pas ce que je demandais. Une mort rapide, peut-être. La miséricorde. Tout sauf la peur qui menaçait de m'engloutir entièrement. L'homme a incliné la tête, m'étudiant avec ses yeux argentés impossibles, et quelque chose a traversé son visage. De la surprise, peut-être, ou de la reconnaissance. « Tu es sur mes terres », a-t-il dit lentement, chaque mot mesuré. « Dans ma forêt,
saignant sur des pierres qui n'ont pas vu de sang humain depuis 300 ans. Et tu viens ici portant le parfum de la peur et de la trahison, et quelque chose d'autre, quelque chose que je n'ai pas senti depuis des éternités. Il s'est penché et j'ai réalisé qu'il inhalait mon parfum comme le font les loups pour identifier quelqu'un. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Impossible, a-t-il soufflé. Puis le monde a explosé de sons et de mouvements. De l'obscurité autour d'eux, des créatures ont émergé. Des loups, mais pas comme ceux que j'avais jamais vus. Ils étaient énormes, certains aussi grandes que des chevaux, avec une fourrure qui semblait absorber la lumière plutôt que de la refléter. Leurs yeux luisaient dans des nuances de rouge, d'ambre et de vert. Derrière eux venaient d'autres choses, des ours qui marchaient debout, de grands chats au croc comme des sabres, des oiseaux aux ailes qui bloquaient la lune. Tous convergeaient vers cet endroit, vers moi. J'ai crié, essayant de reculer, mais il n'y avait nulle part où aller. Le ruisseau était derrière moi, les créatures devant, et l'homme aux yeux argentés était toujours accroupi à mes côtés. J'allais être déchiré par une douzaine de prédateurs différents, et je ne pouvais même pas me transformer pour me défendre. Mais les créatures n'ont pas attaqué. Elles se sont approchées lentement, presque respectueusement. Et puis, une par une, elles se sont couchées au sol. Les loups ont baissé la tête, leurs queues se sont enroulées sous leur corps en signe de soumission. Les ours se sont penchés en avant sur leurs énormes pattes avant. Les grands chats se sont aplatis contre la terre. Même les oiseaux ont atterri et ont replié leurs ailes, leurs têtes s'inclinant. Ils s'inclinaient tous devant moi. « Qu'est-ce que, au nom de la déesse Lune ?» a chuchoté l'homme aux yeux argentés, et pour la première fois, il y avait autre chose que du contrôle dans sa voix. Il y avait de l'émerveillement. Il s'est levé lentement, ses yeux passant des créatures à la Marie et vice-versa. Ils te reconnaissent, ils se soumettent à toi. Ces bêtes qui ne répondent qu'à moi, que j'ai commandées pendant des siècles. Elles te traitent comme leur supérieur. Je ne pouvais pas comprendre ce que je voyais, ni l'accepter. Le plus grand des loups, une créature à la fourrure noire comme la nuit, et aux cicatrices traversant son énorme visage, s'est glissé sur le ventre jusqu'à ce que sa tête soit à quelques centimètres de ma main ensanglantée. Il a gémi doucement, un son de dévotion, puis a léché délicatement le sang de ma paume. Au moment où sa langue a touché ma peau, quelque chose s'est produit. Le pouvoir a déferlé à travers moi comme la foudre, partant du point de contact et parcourant tout mon corps. Ce n'était pas douloureux, mais c'était accablant. Comme si je me réveillais après avoir dormi toute ma vie, comme si je prenais ma première inspiration après avoir été sous l'eau. Ma vision s'est affûtée jusqu'à ce que je puisse voir chaque détail dans l'obscurité, chaque feuille, chaque pierre, chaque poil sur les créatures qui m'entouraient. J'entendais le battement de cœur de l'homme aux yeux argentés, fort et régulier. Je pouvais sentir la forêt elle-même, riche et complexe, des couches sur des couches de vie et de mort et de croissance. Et je pouvais les sentir toutes les créatures de cette forêt. Je pouvais sentir leur présence comme des étoiles dans ma conscience, des pointes de lumière reliées à moi par des fils invisibles. Qu'est-ce qui m'arrive? Ai-je haleté, ma voix plus forte maintenant, résonnant avec quelque chose qui n'avait pas été là auparavant. L'homme est tombé sur un genou à côté de moi, ses yeux argentés écarquillés par quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. « Tu t'éveilles », a-t-il dit simplement. La question est, en quoi t'éveilles-tu? Il a tendu la main lentement, télégraphiant son mouvement, et a posé sa paume sur mon front. Au moment où sa peau a touché la mienne, une autre vague de puissance a déferlé à travers nous deux. Je l'ai senti me frapper comme un raz de marée. Reconnaissance, connexion, achèvement, le lien du compagnonnage. Je savais sans qu'on me le dise, car chaque cellule de mon corps le hurlait. Cet homme, cette créature dangereuse et puissante accroupie à mes côtés dans l'obscurité était mon compagnon. Mon véritable compagnon.
celui que la déesse Lune elle-même avait choisi pour moi. J'ai vu la connaissance le frapper au même moment. J'ai vu ses pupilles se dilater. J'ai vu sa respiration changer. Non, a-t-il dit. Mais ce n'était pas un rejet. C'était un déni de quelque chose d'impossible. Tu ne peux pas être... Les murmures lunes sont éteintes. Ils ont été chassés et tués il y a des siècles. Jusqu'au dernier. Murmure lune, ai-je répété, le mot étrange sur ma langue, mais étrangement juste, étrangement familier, comme un nom que j'avais oublié, mais dont mon âme se souvenait. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis qu'une oméga du pacte de la lune d'argent. Je ne suis personne. Tu n'es pas une oméga. La voix de l'homme était ferme, absolue. Tu n'as jamais été une oméga. Tu es une murmure lune, fille de la plus ancienne lignée, celle qui pouvait parler à la lune elle-même et commander toutes les créatures qui marchent sous sa lumière. C'est pourquoi tu n'as jamais pu te transformer. Tu n'es pas destiné à avoir une seule forme. Tu es destiné à commander toutes les formes. Il a retiré sa main et s'est levé, marchant maintenant, ses mouvements agités. Mais c'est impossible. J'aurais su au moment de ta naissance. J'aurais dû le sentir. Chaque créature de la nuit aurait dû le sentir. Comment as-tu pu te cacher si longtemps? J'ai eu du mal à me lever, mes jambes tremblantes mais plus fortes maintenant, ce pouvoir coulant toujours dans mes veines comme de l'électricité. Je ne me suis pas caché. Je ne savais même pas. Ma mère n'a jamais rien dit. Mon pacte m'a traité comme si j'étais défectueuse, brisée. Ils m'ont juste exilé ici pour mourir parce qu'ils pensent que je les ai volés. Exilé. La voix de l'homme est devenue froide, dangereuse. Ils ont exilé une murmure lune. Ils ont chassé l'être même qui aurait pu les protéger de tout, qui aurait pu rendre leur pacte intouchable. Il a ri, mais ce n'était pas un son agréable. Le pacte de la lune d'argent vient de commettre la plus catastrophique erreur de son histoire. Il s'est tourné vers moi et j'ai vu son visage clairement maintenant dans la lumière de la lune qui traversait la canopée. Il n'était pas seulement beau, il était dévastateur, du genre de beauté presque douloureux à regarder. Mais plus que cela, il rayonnait de puissance. Elle émanait de lui par vagues, primale et absolue. Ce n'était pas seulement un alpha, c'était bien au-delà de cela. Tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas? A-t-il demandé, sa tête s'inclinant légèrement. J'ai secoué la tête muettement. Un petit sourire a courbé ses lèvres sans tout à fait atteindre ses yeux argentés. Je suis Étienne Blackthorne, roi alpha des territoires du Nord, souverain de la forêt interdite et de toutes les terres sauvages au-delà, commandant des bêtes anciennes et gardien des anciennes coutumes. Et à partir de cet instant, tu es sous ma protection. J'ai senti mes genoux commencer à fléchir à nouveau à ces mots, au poids de ce qu'ils prétendaient être. Le roi Alpha, le croque-mitaine que les mères de mon pacte utilisaient pour effrayer les enfants et les faire se tenir à carreau. La légende qui aurait vécu des siècles, qui pouvait commander des armées de créatures, qui ne répondait à personne d'autre qu'à la déesse lune elle-même. Et il se tenait devant moi, affirmant que j'étais sa compagne, affirmant que j'avais un pouvoir dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Je ne comprends rien à tout ça, ai-je chuchoté, croisant les bras autour de moi. Je tremblais maintenant, la réaction s'installant, l'adrénaline qui m'avait fait tenir commençant à s'estomper. Je ne suis personne, je ne suis rien, je ne peux même pas me transformer. Comment puis-je être ce que vous dites? Étienne a bougé rapidement, réduisant la distance entre nous avant que je ne puisse réagir. Il a retiré le long manteau noir qu'il portait et l'a enroulé autour de mes épaules. Il m'a enveloppé chaud et lourd, imprégné de son odeur, pain et neige et quelque chose de sauvage, quelque chose qui a fait remuer ma louve à nouveau, plus forte maintenant, poussant contre ma conscience avec une urgence que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tu as froid, tu es blessé et en état de choc, a-t-il dit, sa voix plus douce maintenant. Nous pourrons discuter de ton héritage et de ton pouvoir plus tard. Pour l'instant, tu as besoin d'un abri,
de nourriture et de repos. Peux-tu marcher? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Étienne m'a étudié un instant de plus, puis a semblé prendre une décision. Il s'est tourné vers les créatures assemblées. Retournez dans vos territoires, répandez la nouvelle à travers la forêt. La murmure-lune s'est éveillée. Elle est sous ma protection et la protection des accords anciens. Quiconque ou quoi que ce soit la menace me répondra personnellement. Les créatures ont répondu immédiatement, se levant et se fondant dans l'obscurité avec à peine un bruit malgré leur taille. En quelques secondes, nous étions seuls, à l'exception du grand loup noir qui m'avait léché la main. Il est resté, observant Étienne avec des yeux intelligents. « Oui, tu peux rester, Fenrir, » a dit Étienne au loup avec ce qui aurait pu être de l'affection. « Quelqu'un doit s'assurer que je ne fais pas de bêtises. » Le loup a émis un son qui ne pouvait être décrit que comme une approbation, puis s'est approché de moi, son épaule presque aussi haute que ma taille. J'ai tendu la main timidement et l'ai posée sur sa tête, m'attendant à ce qu'il se retire. Mais au lieu de cela, il s'est penché sous mon toucher, un grondement de contentement vibrant à travers son corps massif. « Viens, » a dit Étienne en désignant la forêt. « Ma forteresse n'est pas loin. Nous y serons avant l'aube. » Il s'est mis en marche à un rythme qui aurait dû être difficile à maintenir, mais je me suis retrouvé à le suivre facilement. Cette nouvelle puissance vibrait dans mes muscles, me rendant plus forte, plus rapide. Fenrir marchait de l'autre côté, un gardien silencieux. La forêt semblait différente maintenant, moins menaçante, presque accueillante. Je pouvais la sentir répondre à ma présence, les arbres se courbant légèrement à mon passage, le brouillard s'écartant pour créer un chemin clair. Ils ont marché en silence pendant près d'une heure avant que je retrouve enfin ma voix. « Pourquoi l'ont-ils fait » ai-je demandé doucement. Les murmures-lunes, qu'ont-ils fait de si terrible pour être chassés jusqu'à l'extinction? Étienne m'a regardé, ses yeux argentés reflétant le clair de lune. Ils n'ont rien fait de mal, c'était ça le problème. Ils étaient trop puissants, trop purs. Ils pouvaient commander n'importe quelle créature de la nuit, pouvaient invoquer la bénédiction de la lune pour guérir ou nuire, pouvaient voir la vraie nature de chaque être qu'ils rencontraient. Personne ne pouvait leur mentir. Personne ne pouvait les manipuler. Et surtout, ils ne pouvaient pas être contrôlés par des alphas ou des rois ou qui que ce soit d'autre. Ils ne répondaient qu'à la déesse et à leur propre conscience. Il a marqué une pause enjambant une bûche tombée. Il y a 500 ans, une coalition de Pack Alpha a décidé qu'un tel pouvoir était trop dangereux pour exister en dehors de leur contrôle. Ils se sont alliés et ont chassé les Murmure-Lunes systématiquement. Hommes, femmes, enfants, ils les ont tous tués, ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais s'ils ont tous été tués, comment suis-je ici? Ai-je demandé. Quelqu'un a dû survivre. Quelqu'un a dû se cacher. Étienne a hoché la tête lentement. Oui, et ils se sont cachés si bien que même moi, avec toutes mes ressources, je ne les ai jamais trouvés. Ils ont dû supprimer leur pouvoir, vivre comme des loups normaux, transmettre la lignée en secret, espérant qu'un jour la vérité pourrait éclater en toute sécurité. Il s'est arrêté de marcher et s'est tourné pour me faire face, mais ce n'est pas sûr. Ce ne le sera jamais. Au moment où la nouvelle se répandra qu'une murmure-lune vit, chaque pack des territoires essaiera soit de te tuer, soit de te capturer pour utiliser ton pouvoir à leur propre fin. Tu comprends cela? Oui. Tu ne peux pas retourner à ton ancienne vie. Cette vie est terminée. Le mot aurait dû me terrifier, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Mon ancienne vie n'avait été que honte et rejet. Pourquoi voudrais-je y retourner? Je n'ai aucune envie de revenir en arrière, ai-je dit fermement. Ils ont fait leur choix quand ils m'ont abandonné pour mourir. Quelque chose a vacillé dans les yeux d'Étienne. De l'approbation peut-être, avant qu'il ne se tourne et ne continue à marcher. Les arbres ont commencé à s'éclaircir devant nous, et j'ai eu mon premier aperçu de sa forteresse. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas un château sombre et menaçant.
mais quelque chose d'ancien et de beau, construit à flanc de montagne. La pierre semblait pousser naturellement de la roche elle-même. Des tours s'élevaient vers le ciel, leur sommet disparaissant dans les nuages bas. Des lumières brillaient dans des centaines de fenêtres, chaudes et accueillantes. Une porte massive était ouverte, et à mesure que nous approchions, j'ai vu des gardes postés le long des murs. Pas des gardes humains ou même des loups normaux, mais le même genre de créatures énormes qui s'étaient inclinées devant moi dans la forêt. Elles se sont redressées au passage d'Étienne, leurs yeux fixant Marie avec une curiosité évidente. Mon roi, a l'un d'eux, sa voix comme des pierres qui s'écrasent. Vous amenez un invité. J'apporte bien plus que ça, Grimm, a répondu Étienne sans ralentir. Réunissez le conseil, nous avons des sujets à discuter qui ne peuvent attendre le matin. Ils ont franchi le portail et sont entrés dans une cour qui aurait pu contenir 1000 personnes. Malgré l'heure tardive, la forteresse était manifestement éveillée. Des silhouettes se déplaçaient dans l'ombre et je sentais des yeux sur moi de toutes les directions, m'évaluant, s'interrogeant. Étienne m'a guidé à travers une paire de portes ornées dans un hall d'entrée qui m'a coupé le souffle. Le plafond s'élevait à 3 étages, soutenu par des colonnes sculptées pour ressembler à des arbres anciens. Des tapisseries pendaient au mur, représentant des batailles et des cérémonies, des loups courant sous une pleine lune, des scènes d'une histoire que je ne connaissais pas. Tout parlait d'âge, de pouvoir et de permanence. Par ici, a dit Étienne, me guidant à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à un escalier en colimaçon. Nous avons monté ce qui a semblé une éternité avant d'émerger enfin dans un couloir bordé de portes. Il s'est arrêté à la dernière, sortant une clé de quelque part. « Ce seront tes chambres, a-t-il dit, poussant la porte. Personne ne te dérangera ici sans permission. Tu es en sécurité. » Les pièces au-delà étaient époustouflantes. Un salon avec des meubles moelleux disposés autour d'une immense cheminée. Une chambre visible à travers une porte ouverte avec un lit assez grand pour 4 personnes. Des fenêtres qui donnaient sur la forêt, maintenant paisibles sous la lune. Il y a des vêtements dans l'armoire qui devraient te convenir pour l'instant, a poursuivi Étienne, sa voix soigneusement neutre. Une salle de bain par là. La nourriture sera apportée sous peu. Y a-t-il autre chose dont tu as besoin? Je me suis tourné vers lui, soudain consciente que nous étions seuls, que le lien de compagnonnage me tirait avec une force presque physique, m'incitant à réduire la distance entre nous, à le toucher, à le revendiquer et à être revendiqué. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il le sentait aussi, la tension rayonnant de son corps alors qu'il se tenait rigidement en place. « Pourquoi m'aidez-vous » ai-je demandé doucement. « Vous auriez pu me laisser dans la forêt, laisser la nature suivre son cours. Au lieu de cela, vous m'avez amené chez vous. Vous m'avez offert protection. Vous m'avez donné des chambres qui semblent appartenir à quelqu'un d'important. Pourquoi? » Étienne est resté silencieux un long moment, ses yeux argentés sondant mon visage. « Tu sais pourquoi, a-t-il finalement dit, sa voix rauque. Tu l'as senti au même moment que moi. Le lien. Tu es ma compagne, Marie, celle que la déesse Lune a choisie pour moi. J'ai vécu 643 ans. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais ressenti l'attraction d'un compagnon avant cette nuit. 643 ans, le nombre flottait dans l'air entre nous. Il n'était pas seulement vieux, il était ancien. Il avait vécu des siècles d'histoire. Il avait vu l'ascension et la chute d'innombrables packs. Et j'avais 19 ans. J'avais vécu toute ma vie dans un petit pack, n'étant jamais allé plus loin que les montagnes au-delà de leur territoire. Je ne sais pas comment être la compagne de qui que ce soit, ai-je chuchoté. Je ne sais pas comment être ce que vous pensez que je suis. Je ne suis qu'une fille qui ne pouvait pas se transformer, que tout le monde détestait, qui a été jetée comme des ordures. Étienne a bougé alors, traversant la distance entre nous en 2 longues enjambées. Il a encadré mon visage de ses mains, son toucher doux malgré sa taille et sa force évidente. Tu n'es pas des ordures, tu n'as jamais été des ordures. Tu es la chose la plus rare
et la plus précieuse de ce monde, une murmure-lune, m'accompagne, et je passerai le temps qu'il faudra à t'apprendre à te voir comme je te vois, comme la déesse te voit. Son pouce a effleuré ma pommette, essuyant une larme que je n'avais pas réalisé avoir versée. Mais pas cette nuit. Cette nuit, tu as besoin de repos. Demain, nous commencerons à trouver comment te garder en vie et débloquer le pouvoir qui est ton droit de naissance. Il a reculé, rompant le contact, et j'ai ressenti la perte comme une douleur physique. Verrouille la porte derrière moi, a-t-il instruit, se dirigeant vers la sortie. Ne fais confiance à personne d'autre qu'à moi et à Fenrir, jusqu'à ce que je te dise le contraire. Il y a des gens, même au sein de ma propre forteresse, qui verraient une murmure-lune comme une menace plutôt qu'une bénédiction. Vous me verrez demain, ai-je demandé, détestant à quel point ma voix sonnait petite. Étienne a marqué une pause dans l'embrasure de la porte, me regardant par-dessus son épaule. Tu me verras tous les jours pour le reste de ta vie, petite louve. C'est ce que signifie être compagnon. Je suis à toi et tu es à moi, d'ici à ce que la lune elle-même tombe du ciel. Puis il est parti, la porte se refermant doucement derrière lui, me laissant seul avec mes pensées tourbillonnantes et le loup Fenrir, qui s'était installé devant la cheminée comme s'il avait toujours été là. J'étais resté immobile un moment, essayant de digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. Ce matin, je m'étais réveillé dans ma petite chambre minable du Pack, inquiète de trouver assez à manger, d'éviter Sophie et ses amis cruels. Maintenant, je me tenais dans une forteresse qui appartenait au roi Alpha lui-même. Vêtu de son manteau, on m'avait dit que j'étais sa compagne et l'héritière d'une lignée légendaire que tout le monde pensait éteinte. Cela semblait impossible. C'était comme un rêve ou peut-être un cauchemar. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la forêt qui avait failli être ma tombe. La lune était pleine et brillante au-dessus des arbres, et alors que je la fixais, j'ai senti quelque chose remuer au plus profond de moi. Pas ma louve, mais quelque chose de plus ancien, quelque chose qui vivait dans mes os. La lune semblait palpiter de lumière, ou peut-être était-ce mon imagination. Mais alors je l'ai entendue, une voix ancienne et féminine, chuchotant dans une langue que je n'aurais pas dû comprendre, mais que je comprenais d'une manière ou d'une autre. Fille de la lune, enfant de la première lumière, ton éveil a commencé, mais tes épreuves sont loin d'être terminées. Ceux qui t'ont rejeté chercheront à reprendre ce qu'ils ont abandonné. Ceux qui te craignent chercheront à te détruire. Mais tu n'es pas seul, jamais seul. Nous sommes avec toi comme nous l'avons toujours été, attendant que tu te souviennes de qui tu es vraiment. J'ai haleté, reculant de la fenêtre. Avais-je vraiment entendu cela ou étais-je en train de perdre la tête à cause du stress et de l'épuisement? J'ai regardé mes mains, mes paumes déchirées et ensanglantées que Fenrir avait léchées. Les blessures guérissaient, je pouvais les voir se refermer, la peau se ressouder à une vitesse anormale. En quelques instants, il ne restait plus que de faibles lignes roses qui s'estompaient à mesure que je les regardais. C'était réel. Tout cela était réel. Je n'étais pas folle, je n'étais pas défectueuse. J'étais quelque chose d'autre, quelque chose de puissant, quelque chose qui faisait peur aux gens. La pensée aurait dû m'effrayer. Mais au lieu de cela, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une étincelle de quelque chose qui aurait pu être l'espoir. Un coup à la porte m'a fait sursauter. De la nourriture, mademoiselle? Une voix rocailleuse a appelé. Le roi l'a commandé. Je me suis dirigé vers la porte, mais ne l'ai pas ouverte immédiatement, me souvenant de l'avertissement d'Étienne concernant la confiance. Laissez-la dehors, ai-je répondu. Je la récupérerai dans un instant. Comme vous voulez. J'ai entendu des pas s'éloigner, j'ai attendu 1 minute de plus, puis j'ai entrouvert la porte avec précaution. Un plateau reposait sur le sol, chargé de pain, de fromage, de viande et de fruits. Plus de nourriture que ce que je verrais normalement en une semaine. Mon estomac a gargouillé, me rappelant que je n'avais pas mangé depuis le matin précédent. J'ai apporté le plateau à l'intérieur,
refermant la porte à clé derrière moi. Fenrir me regardait avec ses yeux intelligents alors que je m'installais dans l'une des chaises près du feu et que je commençais à manger. La nourriture était incroyable, fraîche et savoureuse. Rien à voir avec les restes que j'avais l'habitude de recevoir à la grande maison du Pack. Qu'est-ce que je vais faire? Ai-je demandé au loup, sans vraiment m'attendre à une réponse. À ma surprise, Fenrir s'est levé et s'est approché de moi, posant sa tête massive sur mon genou. J'ai ressenti une vague de chaleur à travers notre connexion, quelque chose qui aurait pu être un réconfort ou un encouragement. Tu peux me comprendre, n'est-ce pas? Ai-je dit lentement. Pas seulement mes mots, mais mes pensées, mes sentiments. Le loup a soufflé doucement, sa queue remuant une seule fois. Les larmes m'ont de nouveau piqué les yeux, mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la tristesse. Pendant toute ma vie, j'avais été seul, isolé, même au sein de mon propre pack. Maintenant, dans cet endroit étrange avec ces êtres étranges, j'avais enfin l'impression que quelqu'un se souciait de ma survie. Merci, ai-je chuchoté, caressant la tête de Fenrir, pour m'avoir protégé, pour être resté avec moi. J'ai fini de manger et me suis dirigé vers la salle de bain qui s'est avérée contenir une grande baignoire en cuivre que quelqu'un avait déjà remplie d'eau fumante. Des pétales de rose flottaient à la surface et le parfum était divin. J'ai enlevé ma robe en lambeaux et le manteau d'Étienne, m'immergeant dans l'eau chaude avec un soupir de soulagement. Chaque muscle de mon corps me faisait mal après l'épreuve dans la forêt, et la chaleur a aidé à soulager la tension. J'ai frotté la saleté et le sang, regardant l'eau devenir trouble, et j'ai essayé de ne pas penser à quel point j'avais failli mourir cette nuit-là. Quand j'ai enfin émergé, me sentant plus humaine que je ne l'avais été depuis des jours, j'ai trouvé une chemise de nuit posée sur le lit. Elle était simple, mais faite d'une matière fine, douce contre ma peau propre. Je l'ai enfilée et je suis monté dans le lit, qui était si confortable que j'ai failli pleurer à nouveau. Le matelas semblait m'embrasser, les couvertures chaudes mais pas lourdes. Fenrir m'avait suivi dans la chambre et s'était maintenant installé sur un tapis à côté du lit, ayant clairement l'intention de monter la garde toute la nuit. J'ai pensé que je resterais éveillé des heures, l'esprit trop rempli de tout ce qui s'était passé, mais l'épuisement m'a réclamé presque immédiatement. Je me suis enfoncé dans le sommeil comme dans l'eau profonde, et avec le sommeil sont venus les rêves. J'ai vu la lune, immense et brillante, remplissant tout le ciel. J'ai vu des loups courir, des centaines, des milliers, de toutes les directions, convergeant vers un seul point. J'ai vu une femme aux cheveux argentés et aux yeux comme des étoiles, ses mains levées vers les cieux, le pouvoir s'écoulant du bout de ses doigts comme une lumière liquide. J'ai vu la femme se tourner et j'ai réalisé avec un choc que je me regardais moi-même, mais plus âgée, plus forte, vêtue de robes qui scintillaient comme le clair de lune sur l'eau. C'est ce que tu deviendras. La version onirique de moi-même a dit, c'est ton destin, mais le chemin pour l'atteindre est dangereux. Tu dois apprendre à faire confiance à ton pouvoir, à faire confiance à ton compagnon et à te faire confiance. L'obscurité arrive, petite sœur. Elle attend depuis des siècles une chance de se lever à nouveau. Et toi seul te tiens sur son chemin. J'ai voulu demander quelle obscurité, quel danger, mais le rêve a changé maintenant. J'ai vu le pack de la lune d'argent, mon ancienne maison et le chaos. Des gens couraient, criaient, du feu dans les rues. Sophie se tenait au centre de tout cela, ses mains levées, une énergie sombre crépitant autour de ses doigts. Pas une énergie bénie par l'argent, quelque chose d'autre, quelque chose de mal. Elle n'est pas ce qu'elle semble être. Une voix a chuchoté, la même voix féminine ancienne qu'avant. Elle est touchée par l'ombre, corrompue par des forces qui précèdent les Packs eux-mêmes. Elle t'a piégé non par simple cruauté ou cupidité, mais pour te supprimer avant que tu ne puisses t'éveiller et arrêter ce qu'elle a mis en mouvement. Les solitaires avec lesquels elle commerce ne sont pas de simples criminels.
Ils servent le roi de l'ombre, une entité qui cherche à éteindre la lumière de la lune pour toujours. L'image a de nouveau changé, montrant Étienne debout au bord d'un précipice et l'énergie argentée et l'énergie de l'ombre s'entrechoquant autour de lui, le déchirant des deux côtés. Il criait quelque chose que je ne pouvais pas entendre, tendant la main vers quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Puis le rêve s'est dissous dans l'obscurité et les chuchotements et un sentiment de malheur imminent qui m'a serré la poitrine. Je me suis réveillé avec un halètement, assise droite dans le lit. Une pâle lumière de l'aube filtrait à travers les fenêtres. Fenrir était immédiatement debout, les oreilles dressées, alerte au danger. Mais il n'y avait pas de danger, du moins pas physiquement présent. Le danger arrivait cependant. Je le sentais dans mes os, dans ce nouveau pouvoir qui vibrait dans mes veines. Ce n'était qu'un rêve, me suis-je dit. Mais je ne le croyais pas. Ce n'avait pas été un rêve ordinaire. Cela avait été une vision, un avertissement, un aperçu de ce qui allait arriver. Je suis sorti du lit, me dirigeant vers l'armoire qu'Étienne avait mentionnée. À l'intérieur, j'ai trouvé une sélection de vêtements, principalement de couleurs sombres, tous faits d'un matériau de qualité. J'ai choisi une simple tunique noire et un pantalon en cuir, trouvant des bottes qui me allaient étonnamment bien. Alors que je m'habillais, je me suis aperçu dans un miroir en pied et je me suis arrêté, fixant mon reflet. J'avais l'air différente. Ma peau semblait luire légèrement, comme si elle était éclairée de l'intérieur. Mes yeux, qui avaient toujours été d'un noisette terne, contenaient maintenant des éclats d'argent qui captaient la lumière. Mes cheveux foncés, d'habitude ternes et sans vie, brillaient maintenant de santé, tombant en vagues épaisses sur mes épaules. Je ressemblais à quelqu'un d'autre. Ou peut-être, pour la première fois, je ressemblais à moi-même. Un coup à la porte a interrompu mon examen. Marie, la voix d'Étienne, même à travers le bois épais, m'a fait frissonner. Es-tu réveillé? Le conseil est assemblé. Ils exigent de te rencontrer. J'ai traversé la pièce et ouvert la porte. Étienne se tenait dans le couloir, vêtu de vêtements noirs formels qui soulignaient sa carrure puissante. Ses yeux argentés ont balayé ma silhouette, quelque chose de chaud et de possessif éclairant leur profondeur avant qu'il ne le contrôle. « Tu as l'air reposé », a-t-il dit, sa voix soigneusement neutre. « As-tu bien dormi? » « J'ai eu des rêves, » ai-je répondu. « Des visions, je pense. Sur ce qui arrive, sur le danger. » L'expression d'Étienne est devenue grave. « Raconte-moi pendant que nous marchons. » Le conseil s'impatiente et ce ne sont pas des êtres que tu veux faire attendre. Il m'a offert son bras, un geste étonnamment courtois. Je l'ai pris, ressentant une décharge d'électricité là où nos peaux se touchaient. Fenrir s'est mis à marcher à nos côtés alors que nous quittions mes chambres et commencions à naviguer dans les couloirs de la forteresse. Raconte-moi ces visions, à Étienne, sans que je le lui demande. J'ai décrit tout ce que j'avais vu. La femme aux cheveux argentés, le chaos au pack de la lune d'argent, Sophie avec une énergie sombre, les avertissements concernant un roi de l'ombre. À chaque détail, l'expression d'Étienne s'assombrissait. « Touché par l'ombre », a-t-il murmuré. Je n'ai pas entendu ce terme utilisé depuis des siècles. Si ce que tu as vu est vrai, si cette fille de Bêta a vraiment été corrompue par la magie de l'ombre, alors le pack de la lune d'argent est en plus grand danger qu'ils ne peuvent l'imaginer. Les touchés par l'ombre ne peuvent être raisonnés ni sauvés. Ils sont complètement consumés, corps et âme, transformés en vaisseaux pour l'obscurité ancienne. « Que faisons-nous » ai-je demandé. Étienne m'a regardé, un sourcil levé. « Nous ne faisons rien. Ces packs t'as chassé, t'as laissé mourir. Ils ont fait leur choix. Qu'ils en subissent les conséquences. Mais des innocents souffriront, ai-je protesté. Des enfants, des familles qui n'ont rien à voir avec la décision de m'exiler. Je ne peux pas simplement les laisser mourir. » Étienne a arrêté de marcher, se tournant pour me faire face. « Tu as un cœur généreux. C'est admirable.
C'est aussi dangereux. La gentillesse te fera tuer dans ce monde, surtout une fois que la nouvelle se répandra sur ce que tu es. Il a tendu la main, glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille, son toucher persistant. Mais tu as raison. Une murmure-lune est destinée à protéger, pas à se venger. Nous discuterons des options avec le conseil. Ils ont continué à marcher, montant un autre escalier, puis un autre, jusqu'à atteindre une paire de portes massives sculptées d'images de la lune dans toutes ses phases. 2 gardes montaient de la garde, des créatures qui ressemblaient presque à des humains, mais pas tout à fait, leurs traits trop nets, leurs yeux trop brillants. Le roi Alpha et la murmure lune, a annoncé l'un d'eux, poussant les portes. La chambre au-delà était circulaire avec un plafond en dôme peint pour ressembler au ciel nocturne. Autour des bords de la pièce se tenaient 12 silhouettes, et alors que Marie entrait, chacune d'elles s'est tournée pour la fixer. Ce n'étaient pas des humains, loin de là. Certains étaient clairement des métamorphes comme Étienne, rayonnant de puissance alpha. D'autres étaient des espèces entièrement différentes. Une femme à la peau comme de l'écorce d'arbre, et aux yeux comme de la mousse, Elara. Un homme dont la forme fluctuait entre le solide et l'ombre, Ciel. Une créature couverte d'écailles qui captait la lumière comme des bijoux. Conseil, a dit Étienne, sa voix formelle maintenant, portant une autorité absolue. Je vous présente Marie, dernière descendante connue de la lignée des Murmures-Lunes, héritière des anciens dons, et ma compagne. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Puis tout le monde a parlé à la fois, les voix montantes de choc et d'incrédulité, et dans certains cas, d'une hostilité à peine voilée. « Impossible !» a crié quelqu'un. « Les Murmures-Lunes sont éteints. »« C'est un piège !» a affirmé une autre voix, une sorte de tromperie élaborée. « Si elle est vraiment ce que tu prétends, » a dit froidement Elara, la femme à la peau d'écorce, « alors elle représente une menace pour l'équilibre du pouvoir que nous maintenons depuis des siècles. Peut-être vaudrait-il mieux que l'extinction reste complète. » La puissance d'Étienne a explosé vers l'extérieur, frappant la pièce comme une force physique. Plusieurs membres du conseil ont chancelé sous son poids. « Vous ferez preuve de respect, » a-t-il grogné, ses yeux flamboyants de lumière argentée. « Ou vous quitterez ce conseil et ne reviendrez jamais. Elle est ma compagne. Elle est sous ma protection. Quiconque la menace me menace. C'est compris? » Des hochements de tête à contre-cœur lui ont répondu, bien que je puisse sentir l'hostilité bouillonnante sous la surface. C'étaient des êtres anciens habitués au pouvoir et à l'influence, et j'étais une variable inconnue qui les effrayait. Peut-être une démonstration, a suggéré Elara, sa voix comme le vent à travers les feuilles. Si elle a vraiment le don, elle devrait pouvoir le prouver. « Qu'avez-vous en tête ?» a demandé Étienne, son ton suggérant qu'il n'aimerait pas la réponse. Elara a souri, révélant des dents légèrement trop pointues. Le lien avec les créatures de la nuit est la plus élémentaire des capacités d'une murmure-lune. Laissez-la appeler quelque chose. Pas les bêtes apprivoisées de votre forêt, Étienne. Quelque chose de sauvage. Quelque chose qui n'a jamais connu de maître. Si elle peut le commander, nous croirons. Étienne m'a regardé, l'inquiétude dans ses yeux. « Tu n'as pas à faire ça, » a-t-il dit doucement. « Je peux leur ordonner de t'accepter sans preuve. » Mais je pouvais voir le doute sur les autres visages autour de la pièce. Si je ne me prouvais pas maintenant, je serais toujours remise en question, toujours suspecte. J'ai fait un pas en avant, redressant mes épaules. « Comment je fais ?» ai-je demandé. « Comment j'appelle ?» Le sourire d'Elara s'est élargi. Tu tends simplement la main avec ton pouvoir et tu demandes. Si la créature te juge digne, elle viendra. J'ai fermé les yeux, pensant au pouvoir que j'avais senti s'éveiller la nuit dernière, la connexion avec la forêt et ses habitants. J'ai tendu la main vers l'intérieur, trouvant cette énergie bourdonnante, puis j'ai poussé vers l'extérieur, ne sachant pas exactement ce que je faisais, mais faisant confiance à mes instincts. Dans mon esprit, j'ai formulé une simple requête. « Viens à moi, j'ai besoin de toi. »
J'ai senti l'appel me quitter comme une ondulation sur l'eau, se propageant vers l'extérieur, touchant tout sur son passage. Pendant un long moment, rien ne s'est passé. Puis j'ai senti quelque chose répondre, quelque chose d'énorme, quelque chose d'ancien, quelque chose qui faisait que même mon nouveau pouvoir semblait petit en comparaison. Les portes de la salle du conseil se sont ouvertes avec assez de force pour les arracher de leur gonds. Une créature est entrée et j'en ai eu le souffle coupé. C'était un dragon. Pas un dragon gigantesque de conte pour enfants, mais toujours massif, facilement 2 fois la taille d'un cheval. Ses écailles étaient d'un bleu nuit profond, presque noir, et elles reflétaient la lumière des torches de la chambre comme des étoiles. Ses yeux étaient dorés, anciens, intelligents et sauvages. Il n'avait jamais été apprivoisé, jamais été commandé. Il avait vécu dans les montagnes au-delà de la forêt pendant des siècles, ne répondant à rien ni à personne. Chaque membre du conseil a reculé, plusieurs d'entre eux levant des boucliers magiques. Les dragons n'étaient pas des créatures que l'on pouvait contrôler, pas même le roi Asphal ou Alpha. Ils étaient trop vieux, trop puissants, trop indépendants. Qu'un seul entre dans la forteresse était sans précédent. Qu'il entre en réponse à un appel était impossible. Les yeux du dragon m'ont trouvé, et il s'est déplacé vers moi à pas lents et délibérés, ses griffes claquant sur le sol en pierre. Je savais que j'aurais dû être terrifié, mais je ne l'étais pas. Je pouvais sentir sa curiosité, son intérêt, l'ancienne intelligence m'étudiant. Il s'est arrêté à quelques centimètres, sa tête massive s'abaissant jusqu'à ce que nous soyons œil pour œil. Puis, lentement, délibérément, il a plié une patte avant et a baissé davantage sa tête, la posture indubitable de la soumission et du respect. Digne, a résonné une voix dans mon esprit, non prononcée à haute voix mais communiquée directement. Baigné par la lune, touché par les étoiles. Je me souviens de ton genre. Je me souviens des anciens serments. Tu peux faire appel à moi 3 fois dans ta vie, fil de la première lumière, et je répondrai. Choisis tes moments judicieusement. Puis le dragon s'est redressé, s'est tourné et est sorti de la chambre aussi calmement qu'il était entré, laissant un silence stupéfait derrière lui. J'ai chancelé, soudainement épuisé, et j'ai senti le bras d'Étienne autour de ma taille me soutenant. Ça, a dit Elara dans le silence, sa voix remplie d'émerveillement, n'est pas quelque chose que j'ai vu en mes 800 ans d'existence. Un dragon s'inclinant devant un être, offrant un triple serment, reconnaissant des accords anciens qui précèdent même le plus ancien d'entre nous. Elle m'a regardé avec un nouveau respect et peut-être une touche de peur. Tu es effectivement ce que tu prétends être. Le Conseil le reconnaît. Les autres ont murmuré leur accord, leur hostilité remplacée par de la lassitude, mais aussi de l'acceptation. Alors discutons de la vraie raison de cette réunion, a dit Étienne, me guidant vers une chaise et s'assurant que j'étais stable avant de s'adresser à nouveau au Conseil. Nous avons une menace qui émerge, touchée par l'ombre, possiblement de multiples instances liées à une résurgence du culte du roi de l'ombre. Ils ont infiltré au moins un pack que nous connaissons, peut-être plus. Et leur première action a été d'identifier et d'éliminer le seul être qui pourrait constituer une menace pour leur plan, une murmure-lune. Touché par l'ombre, a repris Ciel, l'homme qui fluctuait entre le solide et l'ombre, sa voix comme des feuilles sèches. J'avais espéré ne plus jamais entendre ces mots. Quand le dernier roi de l'ombre a été vaincu il y a 500 ans, nous pensions que cette obscurité était scellée de façon permanente. Clairement, nous nous sommes trompés, a dit Étienne avec gravité. La question est, qu'est-ce que nous faisons à ce sujet? Marie a eu des visions la nuit dernière. Le pacte de la lune d'argent est compromis, probablement déjà attaqué ou le sera bientôt. Ils l'ont exilé, oui, mais de nombreux innocents souffriront si nous ne faisons rien. Pourquoi devrions-nous nous soucier du destin d'un seul pacte? A demandé quelqu'un. Parce que si la lune d'argent tombe dans l'ombre, a répondu Étienne, sa voix dure, ça ne s'arrêtera pas là. L'ombre se propage comme une infection.
Un pack en devient deux, deux en deviennent quatre. Avant que nous ne le sachions, nous mènerons une guerre sur tous les fronts. Alors nous envoyons des forces, a dit Delara de manière pragmatique. Nous nettoyons la corruption avant qu'elle ne puisse se propager. Ce n'est pas si simple, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Dans ma vision, Sophie ne travaillait pas seule. Elle avait de l'aide de l'intérieur du pack, des gens en position de pouvoir. Si nous attaquons simplement, nous pourrions jouer leur jeu, déclenchant un conflit qui nous détourne de la vraie menace. « Que suggères-tu » a demandé Étienne, une curiosité sincère dans sa voix. J'y ai réfléchi. Des morceaux d'un plan se formaient dans mon esprit. J'y retourne, ai-je dit finalement. Non pas en exilé, mais en ce que je suis vraiment. Je révèle la corruption, expose Sophie et quiconque travaille avec elle. Les murmures-lunes peuvent voir la vérité des gens. Oui, peuvent voir à travers les mensonges et la tromperie. J'utilise cette capacité pour identifier tous les touchés par l'ombre avant qu'ils ne fassent plus de dégâts. Absolument pas, a dit Étienne immédiatement. Tu suggères de retourner dans la tanière de personnes qui ont essayé de te tuer, qui sont peut-être déjà corrompus par la magie de l'ombre, avec un entraînement minimal de tes capacités et sans soutien. C'est un suicide. Pas si j'ai du soutien, ai-je rétorqué. Pas si vous envoyez certains de vos hommes avec moi. Pas si j'y vais forte et préparée au lieu de faible et seule. Je me suis tenu face à lui directement. Étienne, vous avez dit vous-même que les murmures-lunes sont destinés à protéger. C'est ma chance de le faire, de sauver des vies, de prouver que je suis plus que ce qu'il pensait que j'étais. Étienne m'a regardé un long moment, le conflit évident sur son visage. Le lien de compagnonnage nous tirait tous les deux, l'incitant à protéger, m'incitant à faire confiance. Finalement, il a soupiré. « Nous t'entraînerons d'abord, a-t-il dit. Pendant au moins une semaine, nous débloquerons tes capacités, t'enseignerons à contrôler ton pouvoir, nous nous assurerons que tu peux te défendre. Ensuite, nous envisagerons ce plan. » Juste? J'ai hoché la tête. C'était plus que ce que j'avais espéré. Juste. Alors ce conseil est dissous, a énoncé Étienne. Je vous tiendrai informé de nos progrès. En attendant, augmentez les patrouilles le long de toutes nos frontières. Si l'ombre se lève à nouveau, nous devons savoir où et à quelle vitesse. Les membres du conseil sont partis, la plupart me lançant de longs regards évaluateurs en passant. Quand la chambre a été finalement vide, sauf pour moi, Étienne et Fenrir, Étienne s'est tourné vers moi avec une expression à la fois frustrée et impressionnée. « Tu es soit très courageuse, soit très stupide, » a-t-il dit. Je n'ai pas encore décidé laquelle. Peut-être les deux, ai-je admis. Mais je pensais ce que je disais. Je ne peux pas me cacher ici pendant que des gens meurent. Même si ces gens m'ont rejeté, ce n'est pas ce que je suis. Non, a Étienne doucement, ce n'est pas le cas. C'est exactement pourquoi la déesse t'a choisi pour cela. Une murmure-lune doit être compatissante, doit se soucier de toutes les créatures, même celles qui lui ont fait du tort. Tu feras une digne héritière de cet héritage, Marie. De cela, je n'ai aucun doute. Il a tendu la main et a pris la mienne, le contact envoyant des étincelles le long de mon bras. Mais tu vas aussi me rendre fou d'inquiétude. C'est aussi certain. J'ai réussi un petit rire. Je suppose que cela fait partie du pacte, compagnon. Il semblerait, a dit Étienne, mais il souriait maintenant. Un vrai sourire qui transformait son visage de simplement beau à absolument magnifique. Viens, si nous allons t'entraîner, nous devrions commencer immédiatement. Je veux voir exactement de quoi tu es capable. Il m'a fait sortir de la salle du conseil et à travers d'autres couloirs, plusieurs volets d'escalier, jusqu'à ce que nous émergions dans une énorme cour ouverte. L'espace était clairement utilisé pour l'entraînement, avec des râteliers d'armes le long des murs, des cibles placées à diverses distances et une grande zone sablonneuse pour le combat. Plusieurs personnes s'entraînaient déjà, arrêtant ce qu'elles faisaient pour nous observer. « Tout le monde dehors »
ait ordonné Étienne, sa voix n'admettant aucune discussion. L'entraînement est reporté à cet après-midi. Il y a eu quelques grognements, mais personne n'a osé désobéir. En quelques minutes, la cour était vide, sauf pour nous et Fenrir, qui s'est installé à l'ombre pour observer. Première leçon, a dit Étienne, se dirigeant vers le centre de la zone sablonneuse. Ton pouvoir vient de ta connexion à la Lune et au monde naturel. Contrairement aux métamorphes normaux qui tirent leur pouvoir de leur loup, tu tires ton pouvoir de tout ce qui t'entoure. La terre, le ciel, l'air même que tu respires. Le sens-tu? J'ai fermé les yeux et me suis concentré. Oui, je pouvais le sentir maintenant que je savais quoi chercher. Un bourdonnement constant et bas d'énergie venant de toutes les directions, circulant à travers moi et autour de moi. Je le sens, ai-je confirmé. Bien. Maintenant, je veux que tu essaies de diriger consciemment ce pouvoir. Rien de dramatique, juste quelque chose de petit. Fais bouger cette feuille. Il a montré une seule feuille tombée à quelques mètres. J'ai ciblé la feuille, j'ai cherché le pouvoir que je pouvais sentir et j'ai poussé. La feuille a explosé en poussière, se désintégrant complètement. Étienne a levé un sourcil. Où ça? Ça marche aussi. Peut-être devrions-nous commencer par le contrôle avant de travailler sur la puissance brute. Ils ont passé l'heure suivante à des exercices de base, déplacer de petits objets sans les détruire, créer de petites brises, faire pousser les plantes un peu plus vite. Chaque fois que je tentais quelque chose, les résultats étaient imprévisibles. Parfois, rien ne se passait. Parfois, trop se passait. À la fin, j'étais en sueur et frustré. C'est plus difficile que ça n'en a l'air, ai-je murmuré, m'effondrant sur le sable. Étienne s'est assis à mes côtés, assez près pour que nos épaules se touchent. Tu as ton pouvoir depuis moins d'une journée. La plupart des métamorphes passent des années à apprendre à contrôler leur loup. Tu essaies de contrôler quelque chose d'infiniment plus complexe. Sois patiente avec toi-même. Je n'ai pas des années, ai-je dit. Des gens sont en train de mourir en ce moment même. Chaque jour que je passe à m'entraîner ici est un jour de plus où Sophie et ses alliés touchés par l'ombre répandent leur corruption. Vrai, a reconnu Étienne, mais une héroïne morte n'aide personne. Tu y vas non préparé et tu échoueras. Pire encore, tu leur donneras une murmure-lune à corrompre et alors nous aurons un véritable cauchemar sur les bras. La pensée m'a immédiatement rendu plus sobre. Je n'avais pas envisagé que je pourrais devenir une arme pour l'ennemi. C'est noté, ai-je dit doucement. Alors nous continuons l'entraînement. Quelle est la prochaine étape? Ensuite, a dit Étienne, se levant et me tendant la main, nous travaillerons à voir la vérité. Ce sera la compétence la plus importante pour ce que tu veux faire. Viens, nous avons besoin d'un volontaire. Il m'a ramené à l'intérieur de la forteresse, jusqu'à ce qui semblait être une zone commune où se rassemblaient les gardes et les soldats hors service. Étienne a scanné la pièce et a désigné un jeune homme à peine plus âgé que moi. « Toi, viens ici. » Le jeune homme a sursauté, clairement nerveux d'être choisi par son roi. « Ton nom ?» a demandé Étienne. « Louis, monseigneur. »« Bien, Louis, je veux que tu nous dises 3 choses. 2 vérités et un mensonge. Mélange-les comme tu veux. » Louis a semblé confus mais a hoché la tête. « Ma couleur préférée est le bleu. J'ai 2 sœurs. J'ai une fois repoussé 3 loups solitaires seuls. » Étienne s'est tourné vers moi. « Maintenant, regarde-le. Regarde vraiment. N'utilise pas tes yeux. Utilise ton don. Les murmures-lunes peuvent voir la vérité écrite sur l'âme des gens. Concentre-toi. » J'ai fixé Louis, cherchant à nouveau ce pouvoir. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Ma vision a soudainement changé et je pouvais le voir différemment. Des couleurs tourbillonnaient autour de lui, vives et claires. Mais quand il avait prononcé certains mots, les couleurs avaient vacillé et s'étaient estompées. La deuxième, ai-je dit lentement. À propos des sœurs, c'est le mensonge. Il a des frères, pas des sœurs, 2 d'entre eux. Louis m'a regardé bouche bée. Comment avez-vous, je veux dire, oui, monseigneur, c'est exact. J'ai 2 frères.
J'ai ressenti une vague d'excitation. Je l'ai vu quand il a menti. Les couleurs autour de lui ont changé, sont devenues plus sombres. Exactement. Étienne a confirmé. La vérité brille de mille feux. Les mensonges créent des ombres. Plus tu pratiqueras, plus ce sera clair. Jusqu'à ce que tu puisses voir la vraie nature de quelqu'un d'un simple coup d'œil. Les touchés par l'ombre apparaîtront complètement noirs, comme s'ils étaient enveloppés dans l'obscurité. Tu ne pourras pas les manquer. Ils ont passé les heures suivantes à pratiquer avec différents volontaires, mais habituant à lire la vérité et les mensonges. À l'heure du dîner, je pouvais identifier un mensonge presque instantanément, bien que cela nécessite encore de la concentration. « Tu es un talent naturel », a dit Étienne alors que nous marchions vers la salle à manger. La plupart des murmures-lunes ont eu besoin de semaines pour développer cette compétence. Tu l'as faite en quelques heures. Peut-être parce que le besoin est si urgent, ai-je suggéré. Peut-être que mon pouvoir sait que le temps est compté. Ils sont entrés dans une immense salle à manger remplie de longues tables où les gens se rassemblaient pour le repas du soir. Toutes les conversations se sont arrêtées lorsque nous sommes entrés. Étienne m'a guidé vers une table surélevée à l'avant de la pièce, clairement destinée à la direction. « Qu'il te voie, a-t-il dit doucement, qu'il s'habitue à l'idée que tu as ta place ici, que tu n'es pas seulement une invitée, mais quelque chose de plus permanent. » J'ai compris ce qu'il disait vraiment. Il me revendiquait publiquement, montrant à son peuple que j'étais sa compagne, que mon statut était égal au sien. C'était à la fois excitant et terrifiant. Nous nous sommes assis et immédiatement des serviteurs ont apporté de la nourriture. Le repas était élaboré, plusieurs plats, chacun plus délicieux que le précédent. Autour de nous, la conversation a progressivement repris, bien que je puisse sentir des yeux sur moi constamment. « Est-ce toujours comme ça ?» ai-je demandé doucement à Étienne. « Toute cette formalité, seulement pour les repas publics, a-t-il admis. Quand nous sommes seuls, nous pouvons être plus décontractés, mais les apparences comptent, surtout maintenant. J'ai besoin que mon peuple t'accepte, te respecte. Cela commence par le fait que je te montre l'honneur que tu mérites. » Il a tendu la main sous la table et a pris la mienne, son pouce caressant mes phalanges. Le contact décontracté a fait monter une chaleur à travers moi, le lien de compagnonnage bourdonnant de contentement. « Est-ce que ça devient plus facile ?» ai-je demandé. « Le lien, l'attraction constante. »« Non, » a dit Étienne honnêtement. « Cela ne fait que se renforcer jusqu'à ce que nous complétions l'union. Même alors, le lien sera toujours là, nous connectant toujours. Tu sentiras toujours quand je suis prêt. Tu sauras toujours si je suis blessé ou effrayé ou heureux. Et je ressentirai la même chose de ta part. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Quand allons-nous? » J'ai laissé ma phrase en suspens, ne sachant pas comment formuler la question. « Compléter l'union ?» Étienne a fini pour moi. « Quand tu seras prête, quand tu comprendras ce que cela signifie, ce à quoi tu t'engages. L'union est permanente, Marie. Il n'y a pas de divorce, pas de séparation. Une fois que nos âmes sont liées, elles sont liées pour toujours, à travers cette vie et ce qui viendra après. Je t'ai attendu 600 ans. Je peux attendre un peu plus longtemps pour m'assurer que tu es absolument certaine que c'est ce que tu veux. » Les mots auraient dû m'effrayer, mais au lieu de cela, ils m'ont fait me sentir en sécurité. Ils ne me poussaient pas, ne me réclamaient pas. Ils me donnaient du temps et de l'espace pour m'adapter aux changements massifs de ma vie. « Merci », ai-je dit doucement, « d'être patient, d'être compréhensif, de ne pas me traiter comme si j'étais faible ou brisé. »« Tu n'as jamais été faible, » a dit Étienne fermement. « Sous-estimé, oui. Maltraité, absolument, mais jamais faible. La force qu'il a fallu pour survivre à ce que tu as enduré, pour garder ton esprit intact malgré des années où on te disait que tu ne valais rien. C'est une force que la plupart des gens n'ont jamais à développer. Tu es remarquable, Marie. J'espère que tu en viendras à le voir en toi-même. » Ils ont fini de dîner et Étienne m'a ramené à mes chambres. Devant la porte, il a marqué une pause, semblant vouloir dire quelque chose, mais n'étant pas sûr comment.
Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Dors avec moi cette nuit, a-t-il dit, puis a ajouté rapidement. Pas comme ça. Je veux dire, en fait, dormir. Laisse-moi te tenir. Le lien tire tellement fort, c'est douloureux d'être séparé de toi trop longtemps. Je promets que je serai un parfait gentleman. J'ai juste besoin d'être près de toi. J'y ai réfléchi. Une partie de moi disait que c'était trop tôt, trop rapide. Mais une autre partie, la partie connectée à lui par le lien de compagnonnage, criait « Oui, d'accord », ai-je dit, mais juste dormir. Le sourire d'Étienne était comme le soleil perçant les nuages. Juste dormir, donne-moi 10 minutes pour me changer et je reviens. Il a disparu dans le couloir et je suis entré dans mes chambres. Je me suis changé en chemise de nuit de la veille, me suis brossé les cheveux et venais juste de m'installer dans le lit quand il y a eu un léger coup. « Entrez », ai-je appelé. Étienne est entré vêtu d'un simple pantalon de pyjama et d'une chemise ample, pieds nus, ses cheveux détachés autour de ses épaules. Il avait l'air plus jeune comme ça, moins royal, plus abordable. Il est monté dans le lit à côté de moi, maintenant une distance respectable. « Viens ici », a-t-il dit, ouvrant ses bras. J'ai hésité une seconde seulement avant de me blottir dans son étreinte. Au moment où je me suis installé contre sa poitrine, l'attraction constante du lien de compagnonnage s'est apaisée, satisfaite de nous avoir proches. Je pouvais entendre son rythme cardiaque, fort et régulier, et sentir le flux et le reflux de sa respiration. « Mieux », ai-je demandé. « Tellement mieux », a-t-il murmuré, ses bras se resserrant autour de moi. « Dors, petite louve. Demain, nous nous entraînerons davantage. Après-demain, nous commencerons à planifier ton retour à la lune d'argent, mais cette nuit, nous existons simplement ensemble. C'est suffisant. » J'ai fermé les yeux, entouré de sa chaleur et de son parfum, me sentant plus en sécurité que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Pour quelqu'un qui avait passé les 19 dernières années seul, c'était une révélation. Je n'étais plus seul, j'avais un compagnon, j'avais un but, j'avais un pouvoir que je commençais seulement à comprendre. La fille qui ne pouvait pas se transformer était partie. À sa place se trouvait quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant, quelque chose qui ferait regretter amèrement à tous ceux qui l'avaient sous-estimé de l'avoir rejeté. Mais ce serait le problème de demain. Cette nuit, je dormais dans les bras du roi Alpha. Et pour la première fois de ma vie, Mary s'est permis de croire que peut-être, juste peut-être, elle méritait d'être heureuse. Peut-être méritait-elle d'être aimée. Peut-être avait-elle toujours été exactement ce qu'elle était destinée à être. Et le monde n'était tout simplement pas prêt à le